Bonsoir à tous. Vous passez d'excellentes vacances en notre compagnie et vous continuez à regarder la télé utilement parce que vous êtes sur Live TV, la télé sans filtre avec le talk. Nous sommes à un autre numéro de ce rendez-vous des soirs sur Live TV, la télé sans filtre. Installez-vous, l'équipe de Choc est derrière avec moi qui rejoint ma place et on démarre tout de suite. Bienvenue. Bel bonsoir encore une fois de plus chez vous. Merci de rester en notre compagnie et de vous habituer à nous pendant ces vacances sur Live TV, la télé sans filtre. Et c'est le talk dans un autre numéro avec l'équipe Isabelle Vauvor de tout noir vêtu, avec son teint qui éclate dans le noir. Et ça, c'est génial. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir chez vous. Et comme les femmes aiment les compliments, on va continuer donc, avec Eunice, Violette. Bonsoir à tous. Violetta ce soir. Violetta ce soir. Bonsoir. Et puis la petite Rose, chaperon doré ce soir. On peut dire ça. Bonsoir Eric. Bonsoir. À tous. Bonsoir chez vous. Très bien. Et puis on se fait compliment entre hommes aussi, hein, Bah, vas-y. avec la nouvelle coiffe que je dis toujours, que je kiffe, Jean Lumumba façon là. C'est ça. Hein. Ce style a changé depuis, donc nous on aime ça. Hein. Herman Abou est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Et je justifie le ruban rose. Oui, vas-y. Hein. C'est une sensibilisation contre les addictions. D'accord. Voilà. Sensibilisation. Et c'est assorti avec la cravate, la chemise aussi. Assorti avec la cravate, mais qui annonce le mood d'Herman aussi, avec le Certainement. sujet, bien sûr, sur les addictions donc, de la jeunesse. On en parlera dans cette émission. Merci d'être avec nous. On va démarrer tout de suite avec cette première partie. Ça fait l'actu. On y va. Donc, ça fait l'actu depuis le putsch perpétré contre lui, donc le 26 juillet dernier, donc par des militaires et sa détention donc, qui s'en est suivie. Le président Mohamed Bazoum aurait rédigé donc, une tribune qu'il a envoyée donc, au journal américain The Washington Post. Dans cette tribune, il appelle la communauté internationale donc, à restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. Comment décryptons-nous cette sortie, Herman? On se croirait dans un roman polar. Comment un président déchu, qui est maintenu sous surveillance militaire, arrive-t-elle à communiquer à l'extérieur? Non, il y a dit une personne, donc arrive-t-elle à communiquer à l'extérieur? Là, on comprend tout de suite que les nouvelles autorités ont d'ailleurs même coupé le signal pour ne plus que les gens communiquent. Donc, comment est-ce que se fait-il que... Donc, il y a des questions à se poser. Si c'est avéré, y aura-t-il des représailles beaucoup plus corsées au niveau de la surveillance? Je pense qu'on n'est pas encore arrivé là. Mais lorsqu'on prend d'abord, si le coup d'État réussit, il y aura des conséquences, n'est-ce pas? Dévastatrices, c'est lui qui le dit, hein, pour notre pays, notre région et le monde. C'est ce qu'il prédit. Mais ces propos témoignent certainement de l'intérêt que le Niger, qui se joue au Niger. Donc peut-être qu'après on va développer. On va entrer donc dans le détail de cette sortie hein, dans The Washington Post. Isabelle l'a lu aussi, cette sortie. Oui, alors cette sortie intervient à quelques jours à peine au moment où la CEDEAO doit se réunir. En tout cas, les chefs d'État de la CEDEAO doivent se réunir pour plancher en fait sur l'intervention militaire qui doit se tenir au Niger. Et moi, je pense qu'il faut qu'on l'écoute parce que aujourd'hui, au niveau de la voix du Niger, ce n'est que la junte qu'on entend via les médias. Et moi, je pense que cette sortie de Mohamed Bazoum dans le Washington Post est bienvenue pour qu'il puisse en fait nous éclairer sur la situation déjà au Niger, au vu de, comment dirais-je, le renversement qu'il a eu depuis le 26 juillet. Donc moi, ce qui m'interpelle surtout dans ce qu'il a évoqué, c'est vraiment qu'il précise en fait qu'aujourd'hui, la région du Sahel, parce que le Niger en fait partie, est vraiment sous influence de la Russie. D'accord. On arrivera donc à ce point qu'on va détailler donc, au fur et à mesure qu'on évolue. Les avis de chacun de vous déjà donc, sur cet article. Oui, quand on voit qu'un président est pris en otage, parce qu'il précise qu'il fait cette note en tant qu'otage, c'est vraiment les droits de l'homme qui sont bafoués. Moi, je me dis oui, parce que c'est un président, il est retenu contre sa volonté. Et quand il arrive quand même à communiquer, bon, c'est vrai qu'on se pose des questions sur les canaux
qui ont pu lui permettre de communiquer. On va pas lui prêter des intentions ou inventer des faits. Mais vraiment, je me dis que c'est bien qu'il ait pu communiquer. Ça nous permet un peu d'avoir une Déjà, on idée. connaît sa position. Oui, on connaît Et on sait qu'il va bien. On sait qu'il va bien, s'il arrive déjà à faire passer un message. Et ça nous permet, c'est vrai, de nous inquiéter. Isabelle l'a dit, les présidents de la CEDEAO vont bientôt se réunir. Donc, ils ont des éléments pour pouvoir échanger. Et ils ont une petite idée de sa situation là-bas avec la junte. N'est-ce pas, Eunice? Oui, pour moi, c'est effectivement comment est-ce qu'il a pu, bien sûr, communiquer avec le reste du monde. Mais surtout, je me dis, il y a des choses qui sont vraiment plus importantes. Déjà, il est en vie, nous sommes heureux qu'il soit en vie et qu'il ait même pu communiquer avec tout le monde. Mais je me dis quelque part, aujourd'hui, il fait un appel à l'international. Mais il y a un appel qui est bien plus profond, que j'appelle l'appel de la population à l'international. Parce qu'à la réalité, les réalités sur le terrain, les Nigériens vivent des choses qui sont vraiment drastiques pour eux. Et je pensais que c'était un appel qu'il fallait faire avant même ce qui se passe aujourd'hui. Donc, quelque part, il faut revoir tout ça aussi. D'accord. Au fur et à mesure qu'on évolue, on va nous-mêmes revoir tout ça pour en parler sur ce plateau du talk. Restez avec nous et suivez-nous attentivement. Il parle d'une certaine influence. Là, je reviens à Isabelle qui avait abordé déjà même ce point. Il parle d'une certaine influence russe qui fait donc son poids sur les putschistes qui ont perpétré donc ce coup d'État. Oui, en tout cas dans son intervention qu'il a faite, donc il parle de l'influence de la Russie au niveau donc de la région Sahel via Wagner, qui a déjà une présence en fait dans plusieurs pays où il y a eu lieu donc déjà des coups d'État. Donc voilà, je ne sais pas quelle est la question exactement que tu veux me poser là-dessus. Est-ce que c'est avéré? Mais moi, en même temps, le président Mohamed Bazoum nous indique là clairement que son pays est sous influence occidentale. D'accord. Or, la question aujourd'hui, les populations africaines aspirent plutôt être autonomes et ne pas être sous une quelconque influence, qu'elle soit occidentale, russe, asiatique ou pas, ou arabe. Mais il nous dit que c'est la communauté occidentale là qui puisse aider. Là, ça s'inquiète. Comment est-ce que les populations nigériennes perçoivent cela? Je rappelle qu'en même temps, les manifestations de soutien à la junte militaire continuent. Ça veut dire que, en réalité, le président Mohamed Bazoum, il est légitime, c'est le président légitime et autres, mais il a peut-être perdu pied par rapport à la conception que les populations nigériennes ont de la gestion de leur pays. Très bien. Alors, moi, pour rebondir un peu sur ce qu'il a dit, effectivement, moi, je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique ne veut pas forcément se remettre sous la tutelle d'une autre puissance internationale. L'Afrique doit prendre son indépendance et sa réelle indépendance économique au niveau de tous les puissants. Donc, pourquoi encore appeler à la communauté internationale, pourquoi encore appeler à l'Amérique surtout? Parce que j'ai vu qu'il a mentionné l'Amérique. C'est-à-dire, quelque part, ils appellent encore à l'aide. Effectivement, il faut que les Africains arrivent à se parler entre eux et se dire la vérité. Il y a des choses bien plus importantes. Bon, moi, je me dis, quand il lance un appel à l'international, c'est peut-être pas parce qu'ils ne peuvent pas se parler entre Africains, c'est parce qu'il n'a pas de ressources. Actuellement, il fait appel à qui? C'est vrai que le Niger et le Burkina Faso, la Guinée ont décidé de se mettre ensemble pour aller le défendre. Mais en réalité, quels sont les moyens dont ils disposent réellement pour aller rétablir le pouvoir constitutionnel au sein de ce pays? Et moi, quand on parle de l'influence de la Russie, moi, je me tiens au communiqué qu'il a publié. Et je cite, l'aide internationale représente 40% de notre budget national. Mais il ne sera pas livré si les putschs réussissent. En même temps qu'il indique cela... Non, tu me laisses finir, s'il te plaît. Quand il dit ça, je veux dire, il n'informe pas que nous sommes sous la tutelle d'une quelconque puissance. Mais il parle aussi de l'état de la population. On n'aura pas 40% de notre apport. Comment est-ce qu'on continue de vivre, en fait? Moi, je me dis, c'est ce qu'il mentionne. D'accord. C'est inquiétant qu'un président de la République qui est chargé de trouver les solutions en interne pour résoudre les problèmes des populations, et c'est dans le pire des cas qu'on cherche de l'aide internationale, qui repose sa stratégie de nourrir sa population sur l'aide internationale. Je ne veux même pas spéculer là-dessus, parce que l'aide internationale, on sait sous quelle forme que cette aide-là arrive. Moi, je voulais qu'on regarde un peu ses propos. Quand il dit « grâce à nos alliés et à l'entraînement de nos partenaires, le pays n'a jamais été aussi sûr en 15 ans ». C'est comme s'il balayait toutes les attaques
qui ont été enregistrés ces 15 dernières années. Je prends même, je donne des éléments. On prend récemment, le 14 juillet, un gendarme et 4 civils ont été tués. Plus loin, en février, il y a eu 11 personnes, 10 soldats qui ont été tués. Et même quand on remonte en 2022, il y a eu 141 personnes qui ont été massacrées par des attaques terroristes. Où est-ce qu'ils prennent ces données-là? Moi-même, je me dis, c'est là que je viens même à l'authenticité, c'est vrai, hein, on en a parlé, à l'authenticité de ce test. Parce que je suis convaincu que le président Mohamed Bazoum, peut-être qu'il assume le test, mais ça ne vient pas de lui. Parce que dans les conditions, parce qu'on veut nous faire croire qu'il est en vacances. Non, il a été un président déchu. On peut même dire, saluer le fait que sa vie n'a pas été touchée. Parce qu'on a vu des coups d'État avec effusion de sang. Heureusement, ça n'a pas eu lieu. Et il nous dit que dans ces conditions-là, où il est surveillé par des militaires qui lui permettent de recevoir des visiteurs, qui peut envoyer une contribution pour tenser le régime qui le prend sous surveillance. Bon, je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais rien ne justifie parce que là, honnêtement... Je prends ça aussi avec certaines pincettes. Mais en ce moment-là, si c'est vrai, c'est que vraiment, il est courageux. Oui, c'est un chef d'État, naturellement, qu'il est courageux. En détention, par des militaires. Oui, non seulement. Donc, c'est pour dire même que le contexte, il est particulier. Quand on dit, oui, il fait appel à la communauté internationale, il est en détention. Le contexte, il est particulier. Quand tu me cites tout ce qui se passe avec les attaques djihadistes, non mais excuse-moi, on ne peut pas faire la comparaison. Il le dit dans son... c'est vrai qu'on le prend avec beaucoup de pincettes parce que rien ne nous dit effectivement que ça vient de lui. Mais si lui, il affirme, il confirme, il donne son aval, il assume ce texte, ça veut dire que quelque part, il y est pour quelque chose. Donc on ne lui a pas prêté déjà des informations. Donc n'oublions pas, et il précise, non seulement il précise ici que le coup d'État aura des répercussions très très graves. On va déjà bouger juste un peu ce foulard qui frôle le micro. Merci pour les questions techniques. Voilà. Donc n'oublions pas que nous sommes dans un contexte qui est très grave. On parle de coup d'État. Merci, je termine. Nous sommes dans un contexte qui est très particulier. Il a réussi à faire passer un message qui nous est utile. On sait qu'il est en bonne santé. On a un peu écho de ce qui se passe. Herman s'interroge sur les origines de ce texte. Oui, justement, oui. On ne peut pas le savoir, justement. Mais on ne peut pas aussi affirmer que ça ne vient pas de lui. D'accord. Donc entrons dans le texte, entrons dans les affirmations, dans cet appel à la communauté internationale. Et à la suite donc, des événements en ce moment, on constate déjà qu'au Niger, les musulmans, ce vendredi, se sont réunis, se sont rassemblés pour apporter leur soutien déjà aux putschistes. Ça, c'est une chose. Mais dans ses écrits, il dit, et je cite, « Le Niger, si l'on ne fait pas attention, est le dernier bastion où règne la démocratie. » D'accord. Il le dit en pensant certainement au Mali, au Burkina, donc tous ces pays qui sont passés par oui, le Sahel est en train de devenir... Comment justifie-t-on le soutien des populations? Oui, moi, je ne veux pas être chantre des putschs dans la sous-région, mais je veux me mettre aussi à la place des populations. Bien. Quand il le dit, pour revenir sur les 40% de l'aide étrangère, on refuse qu'on en parle. Aujourd'hui, je suis allé revoir les chiffres sur Arlit. Il faut qu'on arrive, à trouver des solutions qui soient des solutions pacifiques. Je pense que ce n'est pas dans ce cas-là que la CEDEAO ou les partenaires internationaux doivent bander les muscles. Il faut que les gens discutent avec la junte au pouvoir. C'est la démarche que les gens ont toujours adoptée. D'accord. Donc moi, je pense que c'est vrai qu'il réussit à passer ces genres de messages-là, mais on peut se dire que c'est parce que la junte au pouvoir lui permet d'avoir certaines libertés qu'il réussit à le faire. Donc déjà, ça veut dire que la junte est ouverte à des négociations. Ça ne sert à rien de se faire peur, parce qu'on est dans la sous-région. Ce qui arrive au Niger peut embraser toute la région, on a déjà dit. Et aujourd'hui, ce n'est pas le contexte d'avant, où il y a un seul partenaire à l'international qui est influenceur. Il y a d'autres personnes qui sont là et qui guettent. Qu'est-ce qu'on fait pour sauver notre région? Il faut que les Africains pensent plutôt à cela que de chercher. J'ai lu quelque part, je ne sais pas si c'est confirmé, que l'Algérie va interdire des survols de son territoire pour attaquer le Niger, par exemple. Donc, c'est pour dire que, visiblement,
tout le monde, ce n'est pas la symphonie au niveau des États africains. Dans cette, je veux dire, cet assaut militaire, si jamais, on attend toujours que le délai arrive. On nous parle de l'ultimatum. L'ultimatum D'accord. arrive. Alors, si cette date donc, pour l'ultimatum est arrivée, que va-t-il se passer? Que doit-on craindre pour les populations non seulement, mais pour le Niger? Voilà, Les tu as parlé populations- de bain de sang tout à l'heure, et je suis sûre et certaine, ce n'est pas ce qu'on veut. Quand on dit que les Africains doivent trouver des solutions pacifiques, c'est surtout pas avec des coups d'État. On peut le faire dans la démocratie. On peut le faire dans la démocratie. N'oublions pas qu'il y a plus en jeu que les intérêts économiques. Il y a la vie des populations. Ils ont justifié leur coup d'État par une instabilité sécuritaire qui grandit au Nigeria, mais dans le Niger... Chose que Mohamed Bazoum, oui. donc, dans sa dépêche, Oui. a contredit. A contredit. Pour dire que depuis 15 ans qu'il est là, n'est-ce pas? C'est un Depuis combat 15 qui a ans, pardon, évolué. Ça a Mais il y a eu baissé des- quand il même y a eu au des niveau, chiffres qui les montrent que attaques de c'était Boko pas si Haram. facile. Je ne voulais ont plus réduit. revenir là-dessus, mais tu fais Sinon, bien risque effectivement, il y a d'en des parler. chiffres qui montrent qu'il n'y a pas eu rien pendant ces 15 ans. Mais pourquoi on croit à 200% en ces chiffres, mais on décide de ne pas croire aux chiffres du communiqué du président Bazoum? Non, en Qui fait, croit pas aux chiffres? C'est pas un chiffre, il a dit même seulement au que la niveau- situation est le plus ratio de sûre. crédibilité. Non, il n'a pas indiqué de chiffres, il dit que c'est Il n'a plus pas indiqué sûr. de chiffres. Que c'est plus sûr, c'est 15 ans. Moi, j'ai juste ramené les chiffres. Peut-être que c'est ces chiffres-là qui ne trouvent pas impressionnants. C'est ça. Ça peut arriver. Mais Oui, je ne ça dis peut pas arriver. qu'il a certainement ses raisons de croire que c'est plus sûr. Mais en face de cela, je lui donne des chiffres, des indicateurs qui montrent qu'effectivement, il y a un problème. Mais au-delà de cela, on parlait de l'ère internationale. 80% des Nigériens n'ont pas droit à l'électricité. 4 pays producteurs de l'uranium qui donnent de l'électricité ailleurs. Donc les populations se posent des questions. Bon, quand je fais ça, on a l'impression que j'épouse la cause des putschistes. Non, Ça n'a tout je veux l'air même que parfois. ça cesse. Mais il faut que les chefs d'État qui viennent mettent au cœur de leur stratégie les problèmes des populations. Il faut régler les problèmes des populations et ne pas balayer cela. Ce même Mohamed Bazoum, le président Mohamed Bazoum, les populations l'ont applaudi lorsqu'il y a eu le coup d'État contre Tandja, Mamadou Tandja. Aujourd'hui, c'est les mêmes populations qui manifestent pour soutenir les putschistes. Allons-y comprendre quelque chose. On se pose des questions. Non, moi je me dis que quelque part, c'est comme on dit, l'épée de Damoclès, c'est sur sa tête, parce que c'est comme un retour de la boule que lui-même il a envoyée. Et quelque part, moi je me dis, il faut que les présidents africains arrêtent de crier toujours à l'aide. Pourquoi je le dis? Au lieu de se concentrer sur les réels problèmes des populations, pour les régler, pour ne pas qu'effectivement les populations soient de mèche avec les putschistes, il faut plutôt mettre l'accent sur le développement du pays, mettre l'accent sur le fait que les populations ont des droits et des devoirs. Ils ont aussi droit à l'électricité pour un pays qui est producteur de l'uranium. Je me dis quelque part, 80% de la population qui n'a pas l'électricité. Vraiment, on ne va pas crier à Dieu pour qu'il vienne nous aider. On ne va pas non plus justifier. Donc, On ne le justifie putsch pas, dans- on ne justifie pas, mais pour dire en dans fait l'Afrique, qu'il y a il y a une autre des façon de régler les causes qui situations. ont causé ces choses. Il y a des D'accord. causes. Il y a De jamais toute façon, pas on revient sur cet ultimatum quand même, avec cette dépêche. Je vais vous la lire pour qu'on en parle ensemble. La CEDEAO a imposé donc de lourdes sanctions à Niamey et a donné jusqu'à dimanche aux putschistes pour rétablir dans ses fonctions le président Mohamed Bazoum. Donc une réunion s'est tenue donc, à ce propos, justement, hier à aujourd'hui, et l'ultimatum c'est pour dimanche. N'est-ce pas? La rencontre s'est soldée par un échec parce qu'il n'a pas pu rencontrer le chef des putschistes, justement. Ils ont été, je crois qu'à l'aéroport même, ils ont été on est au courant. récusés. Alors, est-ce que vous pensez qu'ils vont respecter cet ultimatum? Moi, je pense que l'ultimatum de la CEDEAO, ce n'est pas la première fois que la CEDEAO donne des ultimatums. Bon, moi, voilà. Donc, à la limite, j'ai envie de voir jusqu'où ira la CEDEAO. Mais en même temps, il faudrait dire aussi que la CEDEAO, son approche aujourd'hui, je l'avais soupçonné la dernière fois, mais clairement, elle est alignée sur les positions des Occidentaux. Lorsque la France, les États-Unis se mettent contre les putschistes au Niger, et on sent que la CEDEAO vient renforcer sa position. En même temps, il y a eu la réaction des putschistes. C'est quoi? Ils ont aujourd'hui là récusé les accords militaires qui sont vieux depuis 1977 contre le Niger. Donc, en même temps, c'est pour dire qu'ils savent sur quoi ils comptent. Moi, je pense que... Contre la France, hein? Oui, Pas contre la contre France. Les putschistes savent
certainement sur quoi il compte. Il ne faudrait pas qu'on arrive dans une escalade de la violence. Il faut que les gens calment. Il y a des intérêts des populations, il faut mettre ça aussi dans la balance et qu'on négocie des contrats qui sont léoniens, il faut les changer et puis faire en sorte que... Parce que moi, je pense qu'à la fin, ce rapport de force n'arrange personne. Parce que si tel est que ça se présente comme ça et qu'il y a un ultimatum qui est donné, comme il le disait tout à l'heure, on ne sait pas sur quoi les pushies sont appuyés. Donc, chacun s'appuie sur quelque chose. Donc, il y a un rapport de force ici. Et c'est la population qui va subir les répercussions. Et on espère, N'oublions pas que aussi que le Burkina, la Guinée, le Mali ont menacé de se mettre en guerre on estimait que s'il y avait une quelconque réaction militaire, cela serait assimilé à une déclaration de guerre. Moi, tout ce qu'on espère, c'est vraiment des espérances. J'espère qu'on n'en arrivera pas là et que le Sahel ne deviendra pas un cordon d'insécurité, tout simplement. D'accord, merci pour vos points de vue. On espère que malgré les échecs donc, de toutes les tentatives diplomatiques, qu'une issue sera trouvée pour qu'il n'y ait pas donc, de bain de sang, qu'on ne connaisse pas la guerre donc, au Niger. Et nulle part en Afrique de l'Ouest et nulle part en Afrique totalement d'ailleurs. On aime la paix, alors continuons donc à cultiver la paix dans le monde et en Afrique. Tout de suite, l'info du jour. Et l'info du jour nous ramène à l'enseignement supérieur. Le tronc commun, vous savez ce que c'est? En médecine, pharmacie, odontostomatologie a été supprimé. Voilà. C'est l'annonce faite par le ministre Adama Ouattara de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique le 2 août à l'occasion donc, de l'ouverture de l'édition 2023 des journées de l'orientation du bachelier. Bonne nouvelle pour les nouveaux étudiants, n'est-ce pas? Déjà, pour faire un petit récap sur la situation, c'est qu'après le bac, les étudiants désireux d'intégrer la faculté de médecine devraient donc passer un concours qu'on a appelé tronc commun. Le tronc commun. Et cela était dans des réalités vraiment compliquées. Les étudiants se formaient de diverses façons. Et au sein de l'université Nangui-Abrogwa d'Abobo-Adjamé, il y avait vraiment des conditions déplorables. Les étudiants dormaient dans les toilettes. Pour avoir fait un reportage, je sais vraiment de quoi je parle, dans les amphis et tout ça. Et c'était vraiment difficile parce que c'était très sélectif. Sur 3000 places, on n'avait que 300 places. Et aujourd'hui, avec l'injonction du président, du ministre Adama Diawara, qui vient donc de supprimer le tronc commun. Et en plus des 300 places, il y aura donc 600, donc 300 de plus qui seront disponibles. Moi, je dis que c'est très bien parce que j'ai connu beaucoup d'étudiants qui sont allés dans les pays voisins pouvoir faire la médecine. Pour fuir le tronc commun en question. En quoi ça consiste, le tronc commun? Le tronc commun, c'est que des bacheliers qui désirent faire des études soit en odontostomatologie, en médecine, en pharmacie, même pour être dentiste et autres, odontostomatologie, donc ça rentre dedans. Ceux-là, ils se présentent à un concours qui est organisé par l'université d'Abobo-Adjamé. Donc, à l'issue de ce concours, généralement, ils sont 3000, comme elle a indiqué, qui se présentent, et il y a 300 places. Et en réalité, ce n'est pas même dans le processus de concours ou de sélection, c'est lorsqu'ils arrivent en première année, dans cette année préparatoire, qui est le tronc commun. Parce qu'ils vont faire une année là, et puis avant d'aller maintenant dans leurs différentes facultés, si jamais, c'est là que le bas blesse. Parce qu'il y a le volume des cours, l'intensité des matières et autres, ça fait que souvent les réalités, il y en a même qui dorment, on appelle les Kosovas, qui dorment même dans les amphis. Les Kosovas. C'est vraiment difficile. Donc, moi je pense que c'est un soulagement que même si c'est venu tardivement, parce que le tronc commun il est vieux, je crois que nous on a dû l'éviter. Donc, quelles sont les raisons qu'il évoque le ministre? Oui, c'est entre autres, elle a dit. Ouais. Le ministre, précisément, il évoque le fait qu'on a un manque de médecins. C'est-à-dire qu'on a des possibilités qui sont énormes, qui sont plus énormes que les offres. Donc on a plein d'hôpitaux et le président de la République, dans sa politique sanitaire, est en train de réhabiliter plusieurs hôpitaux. Mais à un moment donné, où sont les médecins qui vont donc intégrer ces différents centres? Donc c'est pour vraiment pallier ce problème qu'il a levé l'ancre. D'accord. Les conséquences directes alors de... Alors moi, je pense tout simplement, désolé mes collègues ou encore monsieur Aboua et mademoiselle Jessica, moi je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'avis, je trouve que même c'est une décision à revoir. Pourquoi est-ce que je le dis? Pour moi, l'activité en elle-même, celle de médecin ou encore de pharmacien ou encore d'odonto, je pense que c'est une activité capitale et délicate. Délicate et capitale, pour qu'on supprime carrément le filtre
des pharmaciens et des médecins qui arrivent. Donc pour moi, enlever, supprimer totalement le tronc commun, ce n'est pas la bonne chose à faire. Pour moi, ce qu'il faut faire, c'est peut-être de repenser le tronc commun. Si peut-être c'était des examens qui étaient difficiles, moins accessibles, pourquoi pas les rendre plus accessibles? Pas pour que toute la masse entre en deuxième année ou encore dans les différentes spécialités, mais plutôt pour recevoir effectivement le maximum de personnes, mais quand même garder un bon niveau. Parce que si on fait sauter le tronc commun, soyons sûrs qu'aujourd'hui, on a des médecins qui vont chercher leur truc sur Google. C'est-à-dire que si déjà même avec le tronc commun qui existe... Non, je dis quelque chose. Je pense que c'est une insulte aux formateurs, aux professeurs agrégés qui sont dans les différentes facultés, ces différentes UFR qui vont recevoir les étudiants. Moi, le tronc commun, ce n'est rien qu'une sélection qui est faite des meilleurs pour aller à une. Donc, lorsque la sélection, actuellement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des études de dossier. Ceux qui sont aptes, s'ils sont 5000 même qui présentent, ils vont regarder les aptitudes au niveau des dossiers qu'ils présentent. Ils ont indiqué, par exemple, il faut avoir 12 de moins sur 20 en mathématiques, 12 de moins sur 20 en physique-chimie, 12 de moins sur 20 en SVT, en sciences de la vie et de la terre. D'accord. C'est exactement ce qu'on cherche. Mais c'est un filtre. Oui, oui, ça dit un filtre. Donc, pourquoi aller faire un tronc commun? Non, justement. Quand tu dis qu'on supprime le tronc commun, cela ne veut pas dire j'étais dans mon... Jessica, vas-y. Jessica, généralement, elle m'accompagne. Vas-y. Oui, généralement, elle m'accompagne. Supprimer le tronc commun ne veut pas dire qu'on supprime totalement le filtre. Quand on dit qu'il y aura une étude de dossier, c'est quoi? C'est un filtre. Quand on dit qu'on va imposer un certain nombre de moyennes en fonction des matières, excuse-moi, c'est un filtre. Moi, je dis que le tronc commun était... Est-ce que ces moyennes, ces notes n'existaient pas déjà, malgré la présence du tronc commun? Non, ça existait déjà, certes, mais il faut reconnaître que les conditions du tronc commun étaient minables. Pourquoi est-ce que le tronc commun, même, je pense qu'il ne représente rien? Pourquoi? Parce que l'étudiant qui a fini de faire cette année préparatoire de tronc commun, ce n'est même pas une année préparatoire, il arrive en première année en médecine, les enseignants, les professeurs qui sont là-bas vont commencer à le former avec les B.A.B.A. de médecine jusqu'à finir son cycle. Mais pourquoi on ne le reçoit pas en même temps? Ce qu'il avait déjà visité dans le tronc commun, c'est ça? Non, ça veut dire qu'un tronc commun, c'est juste, on fait une sélection, on les met, on appelle ça, eux-mêmes ils appellent ça le trou commun. Le trou commun. On les met tous dans un trou et puis d'autres, ceux qui s'en sortent maintenant vont maintenant soit en odonto, en pharmacie. En spécialité. Mais quand un étudiant de première année, il arrive en pharmacie, on ne cherche pas à savoir s'il est quitté un tronc commun. On le forme comme un étudiant qui va aller... Que va-t-il se passer maintenant dans les orientations? Non, voilà, c'est là que moi... Comment est-ce qu'on sélectionne? Parce que on a écouté quand même, on a pu contacter le secrétaire, le président du syndicat des étudiants en médecine et autres, en pharmacie, qui sont inquiets. Eux, ils disent que généralement... c'est vrai que dans certains pays, la médecine, le droit et autres, c'est réservé à une certaine élite. Et leur inquiétude, c'est que maintenant que c'est sélectionné, est-ce que les politiques eux-mêmes, les gens qui ont les moyens eux-mêmes, ne vont pas prendre ces 600 places? C'est pourquoi il faut peut-être certainement appeler... Mais il y a forcément des règles. Quelles sont les règles énumérées par le ministre? Qu'est-ce qui va se passer maintenant dans la sélection? C'est sur la base des moyennes. Des moyennes. Et ils vont prendre certainement ceux qui sont les plus méritants, qui méritent le plus. Maintenant, donc, la suite pour les autres qui restent. Les autres qui restent, ils vont aller dans les autres facultés. Voilà. C'est pour ça que je dis que le tronc commun, le supprimer, en quoi est-ce que ça dérange tellement? Si tellement qu'il ne dérange rien et qu'il n'est rien. Donc on le ça laisse. perd 2 années, soit une année, soit 2 années. Ouais. C'est une perte de temps. Non seulement je te dis ça, mais si je t'informe qu'il y a certains Ivoiriens qui veulent adhérer à la vocation de la médecine, mais qui ne peuvent pas le faire, qui sont obligés d'aller au Burkina, au Mali, en Guinée, au Sénégal, pour aller exercer ce métier et servir ailleurs, alors que leurs frères ont besoin de médecins en Côte d'Ivoire. Il y a un problème. C'est 2 ans, gaspillés. Parce que faut rappeler aussi que quand tu échoues 2 fois, tu n'as plus la possibilité de prétendre à ce concours. Tu dois forcément aller en communication. Tu dois aller ailleurs. Tu dois forcément aller ailleurs. D'accord. Bah, écoutez, on a pratiquement fait le tour. Isabelle Vauvore, vous l'avez remarqué, n'est pas avec nous, donc elle a dû nous laisser un temps soit peu pour un petit malaise qu'elle a eu. Donc elle n'est pas avec nous sur ce plateau. Poursuivons encore un peu avec ce sujet, n'est-ce pas, qui ma foi, est très important. Oui. En tout cas, moi, la question que je me pose, est-ce qu'effectivement, avant même la prise de cette décision, est-ce qu'ils ont intégré les parties prenantes? Les parties prenantes, c'est-à-dire et les étudiants, et même ceux après qui deviennent les professeurs et ceux même qui comment je peux dire ça, qui recrutent les médecins, les pharmaciens et les odontologues. Parce que quels sont les critères qu'on recherche réellement dans le corps médical?
Donc peut-être que pour moi, je me dis, le tronc commun répondait à filtrer le maximum pour permettre que effectivement le corps médical soit quand même à son bon niveau. Attends, on sélectionne 3000 personnes Oui. et à l'issue une année ou deux, voire 2 ans, et ces 3000-là, il y a 300 qui en sortent. Et les 2700 qui sont restés, ils vont aller se chercher, ils ont perdu le temps. font quoi? On les réoriente dans d'autres facultés. Moi, je me Après dis. avoir perdu tout ce temps. Ils pouvaient aller là-bas. Pourquoi ils ont passé le concours, en fait? Ils pouvaient aller directement dans d'autres facultés. Moi, je me dis, soyons vrais, parlons peu. Les réalités étaient vraiment minables. Parlons maintenant donc, des capacités d'accueil et conditions d'accès donc, à l'université pour les nouveaux bacheliers. Je pense que les 600 qui vont être répartis à l'université Félix Houphouët-Boigny et puis à l'université d'Abobo Adjamé, Nangui Alassane Ouattara. Non, Nangui Abrogua. Mais j'ai vu, il y a Alassane Ouattara aussi pour Oui. la médecine. Donc, en même temps, je pense qu'ils vont faire en sorte que, parce qu'il y a 600, il y a 600 personnes, il y aura certainement ceux qui ont déjà une forte capacité, les universités qui ont une forte capacité d'accueil, généralement pour le plateau médical, par exemple, l'université Félix Houphouët-Boigny va recevoir le grand nombre. Et puis après, ça sera réparti avec Nangui Abrogua et Alassane Ouattara. Quand on sait déjà qu'à l'université de Cocody, pour la pharmacie, on a 200 places, pour la médecine, on a 300 places, on est déjà à 500 places. D'accord. On est déjà à 500 places. D'accord. Pour la pharmacie, 200 places disponibles en licence 1, réparties comme suit, 160 nouveaux bacheliers, donc parmi les plus méritants, ayant demandé la filière et respectant les critères, dont 10% maximum de nationaux. 40 meilleurs du tronc commun 2023, ayant obtenu le bac en 2022 et ayant échoué donc, au concours EPSS. Okay. En médecine, 300 places, dit-on, disponibles en licence 1, répartis comme suit, 240 nouveaux bacheliers parmi les plus méritants, donc ayant demandé la filière et respectant les critères, dont 10% maximum de non-nationaux. 60 meilleurs du tronc commun 2023 ayant obtenu le bac en 2022 et ayant échoué au concours EPSS odontostomatologie. C'est cela, 50 places disponibles en L1 réparties comme suit, 40 nouveaux bacheliers parmi les plus méritants ayant demandé donc la filière et respectant les critères, dont 10% au maximum de non-nationaux. 10 meilleurs du tronc commun 2023 ayant obtenu le bac 2022. Puis à l'université Alassane Ouattara de Boaké, il y aura 250 places disponibles. Ben voilà, très bien. Merci à tous d'avoir donné ces informations aux étudiants qui nous regardent, aux nouveaux étudiants qui nous regardent et qui se demandent à quelle sauce ils seront mangés, qui sont heureux déjà donc, de cette bonne nouvelle, de la suppression du tronc commun qui les faisait tant souffrir, qui a fait tant souffrir leurs aînés, mais il y a quelques-uns déjà qui sont passés par là, qui voudraient que les autres y passent. OK, on fait la pause tout de suite. Nous sommes de retour sur ce plateau du Talk. Merci de rester avec nous et de passer d'excellentes vacances en notre compagnie. Et cette autre partie de cette émission, on va vous laisser scotcher devant votre petit écran parce qu'on va démarrer tout de suite avec le Mood d'Herman. Le Mood d'Herman. Et le Mood d'Herman nous parle de suicide chez les jeunes et les ados. Oui. C'est grave. Jessica, j'aime bien quand tu dis le mood d'Herman, vas-y. Le mood d'Herman. Ok. Donc c'est ton inspiration, quoi. Bah ouais, ça m'inspire. Le suicide est l'acte délibéré de mettre fin à sa propre vie. Donc, à l'échelle mondiale, plus de 800 000 personnes se suicident chaque année. La Côte d'Ivoire se place au 3e rang africain, des pays africains, et les plus touchés par le suicide. Et au niveau mondial, on occuperait la 30e position. D'accord. Quel est le rang pour la Côte d'Ivoire, alors, on a dit on est 3e pays africain. Pays africain, donc mondial, on est 30e position. Okay. Les données de l'unité de médecine légale au CHU de Treichville indiquent que 23 personnes sur 100 000 se suicident. Donc, c'est chaque année en Côte d'Ivoire, donc principalement chez les jeunes de 20 à 29 ans. La pendaison, avec 60,4%, donc, est le mode de suicide le plus fréquent. Cependant, on voit de plus en plus des chutes libres sur les ponts et du haut des immeubles qu'on constate. Comment devrait-on juger cela? Il ne faut surtout pas considérer le suicide comme un signe de lâcheté. Et ça sera rejeter ceux qui sont dans cet état-là. Parce que c'est vraiment l'état de dépression qui le permet. Une tentative de suicide, c'est surtout l'alerte qu'une personne
lance pour dire que je n'en peux plus. Donc, il faut que... On parle de tentative quand ça n'a pas réussi. Sinon, la personne part pour se suicider. Passe pour C'est se quand ça n'a suicider. pas réussi qu'on parle de tentative. Effectivement, parce qu'il y a des cas où ces personnes n'arrivent pas et les gens les moquent. Il ne faut surtout pas les moquer. C'est vraiment une longue période de souffrance qui est exprimée ainsi. L'Ivoirien, en général, face à une très forte pression sociale au quotidien, le chômage, la cherté de la vie, le faible pouvoir d'achat, donc ce qui amène les jeunes, eux, qui sont face au chômage, on le sait, ils se soulagent avec de nombreux cocktails explosifs, dont l'alcool et la drogue. On a parlé aussi des addictions. Donc, il les plonge dans un état de dépression, qui est d'ailleurs même l'indicateur le plus fréquent en Côte d'Ivoire, la dépression. D'accord, mais chez les jeunes aujourd'hui, qu'est-ce qui explique autant de suicides? Voilà, je viens de dire, le chômage, la pression sociale. Oui, maintenant, chez les ados, par exemple, c'est surtout le manque de confiance et la honte du regard des autres lorsqu'ils ont des échecs. Et encore, la situation dans les familles recomposées, exemple, les cas de divorce, qui créent cette pression-là chez les ados. Il y a aussi les chagrins d'amour, ce qu'on appelle communément chez nous ici, le fameux goumen. Voilà. D'accord. Waouh. De plus en plus récurrent, là, c'est quand même triste de constater autant de suicides. Voilà pourquoi, pour la prise en charge, on se pose des questions de suicide, signalant juste qu'il y a à Abidjan, selon les chiffres que j'ai reçus, 100 psychologues certifiés pour 6 millions d'habitants. Et la séance chez le psy, on sait en Côte d'Ivoire, c'est en moyenne 20 000 francs CFA, ce qui crée un blocage déjà. Et puis aussi, il faut souligner que lorsque tu vas chez un psy, en Côte d'Ivoire, de façon culturelle, les gens pensent que tu es fou, ce qui fait que les gens ne vont pas souvent chez le psy, ils vont chez le vieux père, chez la tata du quartier, chez le tonton du quartier, ou bien la vieille mère. Ou chez les coachs. Sur les coachs, sur les réseaux sociaux, les pseudo-coachs, on dirait. Pseudo, il y en a qui sont bons quand même. À cet allure-là, on pourrait dire que le suicide peut avoir de beaux jours devant lui. Le suicide peut avoir de beaux jours devant lui, j'aime pas cette chute. C'est très Mais si on continue de faire confiance au pseudo-coach, à la vieille mère, plutôt que d'aller voir le psy, est-ce qu'on peut régler nos questions de dépression? D'abord, en Afrique... Parlez pas tout ensemble, les filles. En Afrique, je pense tout simplement, surtout en Côte d'Ivoire, Vas-y. merci Jessica, surtout en Côte d'Ivoire, je me dis quelque part qu'il faut normaliser le fait que les gens dépriment. Normaliser. Non, pourquoi est-ce que je dis normaliser? En Côte d'Ivoire, non, normaliser, je vous explique pourquoi est-ce que je dis normaliser. Pourquoi? En Afrique, pour ne pas dire dans nos cultures, quand quelqu'un est dépressif, on n'arrive pas à le voir. Parce que tout simplement pour nous, il faut être fort, il faut accepter. Il faut accepter en fait. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent que quand je suis dépressif, mais je déprime, il ne faut pas qu'on te prenne. Attends, tu as un comportement de blanc. Hein. Ce n'est pas un comportement de blanc. C'est quelque chose qui est lié à l'homme. Quand tu as des problèmes, tu as des soucis que tu n'arrives pas à surmonter, tu peux quelque part faire une dépression et ça peut t'emmener à avoir des envies de suicide. Donc, il faut d'abord accepter le fait que quelqu'un déprime. Et maintenant, pour les personnes qui dépriment... Il faut faire attention autour de nous quand même pour pouvoir les identifier. Il y a le petit signe, il y a des signaux annonciateurs de dépression, de suicide. Avant de faire recours aux psychologues, nous-mêmes faisons attention à nos proches. Essayons de les écouter quand ils ont un problème. Observons les changements de comportement. Nous, on se transforme en donneur de leçons. Au lieu d'être une oreille, une épaule pour soutenir un frère ou une sœur qui traverse une période difficile, ça peut être tout le monde. Donc nous-mêmes, nous sommes parfois des psys, parce qu'ils ne demandent qu'à être écoutés, qu'à être entendus pour se soulager. Parfois, ce n'est pas conseil qui soulage, c'est oreille qui soulage, le faire de se décharger. Merci. Donc parfois, pour aider ça, il faut écouter nos frères et aussi regarder les signes annonciateurs pour ne pas arriver à des suicides, tout simplement. D'accord. Et la chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que Jésus est puissant et qu'il est capable de vous empêcher d'aller au suicide. Il est capable de vous restaurer. Il y a quelqu'un qui le dit si bien donc, dans ces chansons que nous allons recevoir dans un instant seulement sur Live TV, la télé sans fil, je le dis avec beaucoup de sourire, parce que je l'avoue, c'est ma préférée. L'invité du jour, vous allez la découvrir dans un instant. L'invité du jour. Est-ce qu'on peut recevoir Déborah Loukalou sur ce plateau? Bonsoir. Shalom. Shalom. Beauté Nayo. Beauté, bonio.
Ah, c'est tout ce que tu connais là. C'est tout ce que je connais, je suis bloqué, malgré tous les mois, toutes les semaines passées à Louchi. À Lubumbashi. À Lubumbashi. Ok. Hein, D'ailleurs, où- je suis née là-bas. Donc, Ben oui, où tu as vu le jour. Ouais. Pourquoi il y a une ressemblance entre vous deux? C'est vrai, hein, j'ai vu ça aussi. Moi aussi. Et en fait, le Les deux truc, c'est que, fréquentent les églises. le truc, c'est que les gens me disent beaucoup qu'on se ressemble beaucoup, qu'on a même la même Mais je l'ai voix. vu tout de suite. Même non, dans la je même l'aime voix pas. qu'on parle. Possible. Même qu'on parle. Mais bon, quand je l'ai vue, je dis, mais tu es très belle, au fait. Je me disais moi-même. Ouais, fait, tu vois. Déborah Le Calou est très belle. Merci. Hein. Très, très belle. Alors, je voudrais déjà, donc, avant de commencer à parler avec elle, hein, que vous nous envoyez cette chanson, Jésus, tu es puissant. Ok, j'ai choisi cette transition, hein, je le dis à la petite voix dans l'oreille, cette transition avec le... Après la mort de mon père, et voilà, j'ai commencé à chanter. À chaque fois que je chantais, les gens pleuraient. Alors, je ne savais pas pourquoi. J'étais trop petite, je ne comprenais pas ça. Et c'est tout à l'heure que j'ai découvert qu'au fait, le Seigneur m'a voulu dans ça. D'accord. Pour apporter la restauration, pour apporter le courage à ceux qui sont découragés, D'accord. pour rappeler aux gens que Dieu est vraiment leur premier amour. Donc voilà. D'accord. Ben... Elle est à vous aussi. Non, hein. moi- Vous avez le droit de poser des questions. Il n'y a pas Oui, que moi. oui. Vous avez le droit. Moi, j'avais d'abord une première question, et cette question-là, ça m'a été soufflé lorsque j'étais en salle de maquillage. Ok. Yasmine qui disait, par exemple, il faut lui poser la question à savoir qu'elle fond vraiment de vous. Qu'est-ce qui vous inspire? D'où est-ce que vous puisez cette inspiration-là pour sortir les mélodies qu'on entend? La plupart de mes chansons m'ont été données dans des rêves. Dans des rêves. J'ai eu d'autres prédications qui ont juste été écrites par les prédications. Je suis dans le culte. Par exemple, le pasteur prêche sur la restauration. Et je suis là, j'écris, ça me touche, je dis ça doit vraiment être une chanson. Et la dernière fois, c'est une surprise d'ailleurs, je vais partager hier avec la team, que la chanson Restaurée a été écrite ici à Abidjan. J'étais à l'hôtel, et ben il y avait une mélodie qui me montait à cœur, j'ai enregistré. Plus tard, une année après, j'ai fait de ça une chanson. Donc voilà, c'est la chanson Restaurée qui a fait, qui cartonne ici à Abidjan. Voilà. Ben oui, absolument. Donc, c'est pour dire en fait que cette inspiration vient du Saint-Esprit. Ça vient du Saint-Esprit, ça vient dans des rêves, dans des prédications. Donc c'est Dieu qui le fait. On a prévu écouter cette chanson en troisième position, mais je voudrais qu'on l'envoie déjà restaurée, puisque c'est d'elle qu'on parle. C'est donc au rythme de cette chanson, donc lors du concert. On a beaucoup de questions. Et moi, j'ai une Allez-y, question allez-y. spécifique parce que c'est une question qui, pour moi, est importante parce que ça m'a un jour touchée d'entendre ça. Quand elle était plus jeune, les gens se moquaient de sa voix. Très vrai. J'aimerais qu'elle parle un peu de ça. D'accord. Je n'avais pas une belle voix. Hein. En tout cas, c'était pas agréable à l'oreille. Pas du tout. Mais je crois que l'amour, quand tu as l'amour de quelque chose, you improve. You know, ça devient meilleur à chaque fois. Très bien. Et je me rappelle une fois, je viens d'ailleurs de partager à la télé, à la radio, si je ne me trompe pas, qu'à l'école, je chantais et les gens rigolaient. Donc, une fois, j'ai chanté et je commençais à pleurer parce que j'ai vu les gens rigoler. Et aujourd'hui, il y a eu d'ailleurs mon professeur qui me dira, je savais que tu allais être quelque chose dans la vie. J'ai dit, non, 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 tu ne savais pas. C'est moi qui savais. Je savais que le Seigneur m'amenait quelque part. Oui, parce que les gens, ils estiment qu'avoir une belle voix, on est avec, alors que Ouais. toutes les voix sont belles. Ouais. On apprend à l'exploiter. Mm. Et vous, quand vous chantez, vous avez choisi la musique religieuse, vous transmettez un message. Amen. Et on dit que pour atteindre les cœurs, il faut que le message provienne du cœur. Et vous avez dit que les textes de vos sons, de vos musiques, vous sont inspirés par le Seigneur. Comment est-ce que vous arrivez à mesurer l'impact face à certains publics? Comment est-ce que vous arrivez à gérer cette relation? Parce que vous-même, vous êtes connecté avec Exactement, Dieu. Et exactement. aussi, il faut tester la température de la salle. En du clair, public. est-ce que le public, est-ce que vous sentez le public réceptif? Ah oui, hein? Bah, si tu chantes ton vécu, c'est ça qui touche le plus. Je ne chante pas ce que je ne maîtrise pas. J'ai toujours dit, je ne connais pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je ne le connais pas. Je connais le Dieu de Déborah et c'est lui que je présente. Il a été ma restauration, il a été ma force, il a été mon premier amour. Donc je le présente. Et quand quelqu'un voit cela, quand ça vient du cœur, ça se sent. Très bien. Quand tu vis ce que tu chantes, ça se sent. Il y a pas de- y a une question. Ma question, c'est déjà bien que vous ayez été inspiré à Abidjan. Hein, pour voilà. Donc, je voudrais savoir, est-ce que vous connaissez les chanteurs ivoiriens Ah oui. et quel regard vous portez sur la musique La religieuse en musique, Côte d'Ivoire? ah ouais, Moi, je suis ivoirienne. Hein. Je disais d'ailleurs, sûr. je suis ivoirienne, moi. Congolaise sûr. ivoirienne, voilà. La preuve tata jumelle ici, la preuve Ouais, tata c'est jumelle, sûr. juste sur le plateau. Bon, je suis en contact avec Kais Bloom, Ok. voilà. Et tout Il à l'heure, sera même j'étais d'ailleurs avec- à votre concert, c'est Je ça crois qu'il sera là. Mais voilà, j'étais avec maman Constance, la servante de Dieu. Et tout à l'heure, avant de venir ici, j'étais avec la femme de Dieu, Geneviève.
Voilà. Geneviève Brou. Oui, D'accord. Geneviève Brou. Donc je suis quand même ivoirienne. Donc, Le voilà. regard Donc, maintenant que vous portez sur la musique de ces artistes J'aime qui chantent beaucoup. la région. Le dernier de Kais Bloom, Dieu n'est pile pas photo, on doit l'accueillir, Dieu n'est pile pas photo. D'ailleurs, tu as dit ça, le Seigneur va te donner un don, mais il ne va pas travailler à ta place. Ouais. Donc quand tu as un don, à un, il a donné un. Il a donné un, 10 à l'autre, 9 à l'autre, mais il faut travailler. Donc cultiver. chacun doit faire son... Mais que pensez-vous des autres chantres qui estiment que lorsqu'il dit que Dieu ne pile pas photo, ce n'est pas vrai, par Non, c'est exemple très vrai. C'est très, très vrai. Des arguments? Dieu, par exemple, je cherche un travail. Le travail ne va pas venir du ciel. Je dois écrire mon CV, aller chercher le travail pour que j'aille le travail. Très bien. C'est simple. On doit faire les causes. On doit faire notre part. Ouais. D'accord. Et Dieu fait sa part. Est-ce que Déborah est attachée aux traditions africaines? Et qu'est-ce qu'elle pense des gens qui disent que la religion, donc les faits religieux, ont pris le pas sur Les traditions africaines. les traditions africaines? Moi, je crois que si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, c'est ça qui est important. Tu as une relation personnelle avec Dieu, c'est ça qui est important. Tout le reste, je prie dans cette église, je fais ceci, tout ça là, c'est pas important. Dieu, Jésus-Christ n'est pas venu sauver l'église, il est venu sauver le monde. Très bien. Donc voilà. Et quelles sont les raisons de votre présence à Abidjan cette fois-ci? Alors, ma raison, qui est d'ailleurs la 3e fois que je viens à Abidjan, ce dimanche, il y a une... Bon, je ne sais pas comment même expliquer. Ça sera une rencontre. Ça sera... On dit une rencontre. Merci. Une rencontre. It's gonna be amazing. C'est un concert Trust in the Surprenant, Storm ça sera qui surprenant. veut simplement dire faire confiance dans la tempête. Être en mesure d'adorer le Seigneur même quand tout va mal. Dieu reste Dieu, même quand tout va bien, même quand tout va mal. Donc venez ce dimanche, ça sera extraordinaire, le Seigneur nous fera du bien. D'accord. Et pour aborder même dans le même sens avec Trust on the Storm. On va continuer. Hein, Ok, il n'y a pas de problème. D'accord. Ma chanson, je le disais, préférée, c'est Zalananga. Okay. J'aime beaucoup cette chanson. On va terminer avec elle. Hein, déjà, donc le concert, il est prévu pour dimanche. Dimanche, déjà, le 6 août. Le 6 août, dès 15 15h, Voilà. au stade de l'Université d'Abidjan. Il faut y aller, bien sûr, pour participer à ce concert. Puis célébrer le Seigneur avec Déborah Lukalou. Est-ce qu'on peut terminer avec Zalananga? C'est ça, tu connais. Tu chantes bien. Merci. Comment sera le micro qui t'attend dimanche? Je serai aux va premières vite, loges hein? pour monter sur la scène. On rappelle encore le concert de Déborah Lukalou. Vous l'avez certainement donc à l'écran. C'est le dimanche 6 août, dès 15h, au stade de l'Université d'Abidjan. Il faut y aller nombreux pour célébrer le Seigneur Jésus-Christ hein, à la veille de l'indépendance de notre pays, la Côte d'Ivoire. Voilà. Merci Déborah d'être venue ici. Je peux te tenir à nous aussi? Ah, merci, Je suis jaloux. merci. D'accord. J'aime ça Merci aussi. à vous tous de nous avoir regardés. On se donne rendez-vous Merci. lundi. Shalom.